Bonjour, nous recevons aujourd'hui Maurice Lemoine, qui est l'auteur de cet ouvrage, Les enfants cachés du général Pinochet. Maurice Lemoine est journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, grand connaisseur de l'Amérique latine dans toutes ses largeurs et ses longueurs. Il connaît et il pratique le terrain latino-américain depuis le début des années 70, depuis 1973. Il est avec nous aujourd'hui pour discuter de cet ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines maintenant en France. Et nous allons essayer un peu de rentrer dans le flow de cet ouvrage qui se lit vraiment comme une sorte de roman historique finalement, j'ai envie de dire, et qui nous permet de découvrir l'Amérique latine de tout le XXe siècle, en particulier de la seconde moitié, à partir des années 50, on va y revenir, mais qui articule cette période-là avec eh bien, une mémoire plus longue qui renvoie jusqu'au XIXe siècle avec la doctrine Monroe et qui réorganise bien la relation si étroite et si étroitement difficile entre l'Amérique latine et les États-Unis. On va en parler. Alors, Maurice Lemoine, vous nous emmenez au départ des années 50, en particulier au Guatemala, où en 1951 est élu Jacobo Arbenz, et qui va avoir la mauvaise idée de vouloir en quelque sorte donner un peu plus de souveraineté au Guatemala d'une manière générale, et en particulier il va avoir l'outrecuidance de vouloir s'attaquer ou réduire le pouvoir en tout cas de la United Fruit Company, qui va être après très très connue en Amérique latine et qui est tout un symbole, et ce qui va lui valoir quelques désagréments et quelques difficultés avec les États-Unis. Guatemala, qui est à la fois le pays qui clôt un cycle de plus de 40 ans de conflits, de guerres civiles en Amérique latine, puisqu'en 96, ce sera le dernier, 1996, le dernier conflit, la dernière guerre civile en Amérique latine. Et, en Amérique centrale. En Amérique centrale. La Colombie. Absolument, mais la Colombie, on va en parler. Qui, en quelque sorte, est de ce point de vue un symbole assez important. Et je voudrais vous poser une question, parce que votre livre met en scène beaucoup de personnages, pour la plupart inconnus, la plupart des gens, et qui sont pourtant des personnages qui incarnent toujours, qui sont très emblématiques, et justement de tous ces conflits, de tous ces rapports de force entre les États-Unis et les pays en question. En l'occurrence, je voulais vous demander de nous dire qui était John Purifoy, ou Purifoy, je ne sais pas comment il faut dire. John Purifoy, c'est le type d'ambassadeur qu'on retrouve dans des pays d'Amérique latine, ciblés par les États-Unis, dans des moments où la situation devient particulièrement chaude et où on a soit une tentative de coup d'État, soit un coup d'État réussi. De sorte qu'effectivement, Purifoy a été nommé au Guatemala. Lorsque Jacobo Arbenz a fait sa réforme agraire et pour ce faire a nationalisé en indemnisant une partie de les terres de la United Fruit, qui était la grande compagnie bananière. Et donc on a vu arriver Purifoy qui, avec la CIA, alors là on n'est pas dans la légende, on n'est pas dans la théorie du complot, tout ça est documenté bien sûr, a fait en sorte de renverser Jacobo Arbenz. Ce qui est amusant dans l'histoire, enfin ce qui est amusant, c'est pas amusant du tout, c'est une façon de parler, c'est que la United Fruit, donc de 1954 au Guatemala, existe toujours mais sous un nouveau nom. Elle s'appelle maintenant la Chiquita. Et la Chiquita a été impliquée en 2009 dans le renversement de Manuel Zelaya au Honduras. C'est là qu'on retrouve des grandes transversales dans lesquelles, en fait, les méthodes pour renverser des présidents qui dérangent ont changé, mais la volonté hégémonique de Washington de renverser ces présidents qui dérangent, elle demeure, pour le moment en tout cas, présente en permanence. Oui, il y a des récurrences, en fait, les formes changent, mais la politique, selon vous, c'est ce que vous tendez à montrer, perdure. On n'a jamais vu les États-Unis intervenir pour renverser un président de droite ou d'extrême droite. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est même pas un choix idéologique dans la manière de raconter l'histoire. Il suffit d'observer l'histoire. C'est à chaque fois des gouvernements de gauche ou de centre-gauche ou démocrates, tout simplement, qui sont renversés par les États-Unis. Et ce qui était intéressant dans l'histoire, dans l'affaire du Guatemala, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé quasiment par le Guatemala, c'est qu'on a souvent prétendu que les coups d'État en Amérique latine ou l'intromission des États-Unis, c'était dû en 1959 à l'arrivée de Fidel Castro à Cuba, qui avait introduit le communisme dans l'arrière-cour et le communisme dans la région. Or, en fait, en 1954, Fidel Castro n'était pas au pouvoir. Et en réalité, ce qui se cache derrière la majorité des coups d'État, outre les aspects idéologiques, c'est évidemment des aspects économiques. C'est money as usual.
Maurice Lemoine, parmi les personnages intéressants, très intéressants, qui surgissent dans vos pages tout au fil du bouquin, a retenu mon attention. Il s'appelle Arturo Frondizi, c'était un président argentin qui a tenté une médiation entre Cuba et les États-Unis, entre Fidel Castro et Kennedy, et qui montre bien que cette médiation, que la tournure qu'ont pris les événements et la coloration de la révolution cubaine, eh bien, ont évolué sous certaines conditions qui n'étaient pas forcément théorisées ou voulues à l'avance. Que s'est-il passé? Non, en réalité, c'est évident que l'Organisation des États américains, au début des années 60, a exclu Cuba pour obéir en fait à Washington, mais qu'ensuite, en fonction des périodes, dans différents pays d'Amérique latine, dans différents contextes, on a un certain nombre de présidents qui se sont rapprochés de Cuba, hein, c'est-à-dire qui, échappant un petit peu comme aujourd'hui à l'hégémonie du département d'État et de la Maison-Blanche, ont cherché à reprendre contact avec Cuba. Alors on pourrait en nommer pas mal, il y a eu Velasco Alvarado au Pérou, il y a eu José Torres en Bolivie, il y a eu Frondizi en Argentine. Ce qui est évidemment significatif, c'est qu'à chaque fois, ils ont eu des problèmes. Immédiatement, alors soit avec l'armée à l'intérieur de leur pays même, avec leur bourgeoisie, mais aussi avec Washington, et ce sont des gens qui, par ce rapprochement avec Cuba, ont été immédiatement accusés de communisme, de vouloir propager le communisme en Amérique du Sud, et ont eu pour certains, et même quasiment pour tous, de sérieux problèmes avec ce qu'on appelle l'Imperio, l'Empire. Donc, bon, vous insistez bien sur l'idée que cette histoire des déstabilisations, des coups d'État a pris diverses formes depuis, disons en particulier l'après-seconde guerre mondiale, de manière très intense, avec la période de dictature, etc. Mais que tout ça ne s'est jamais arrêté, en quelque sorte, et que ça continue sous des formes nouvelles. Mais Maurice Lemoine, est-ce que vous ne pensez pas que les Latinos sont parfois un peu parano avec les États-Unis? C'est ce qu'on pense souvent, c'est y compris effectivement, lorsqu'on parle de l'Amérique latine, on est souvent soupçonné d'être un adepte de la théorie du complot. Si on regarde l'histoire, en réalité, on se rend compte qu'il y a effectivement quelques cas dans lesquels les États-Unis ont été opposés à des coups d'État. Ça s'est passé au Pérou avec Aya de la Torre, ça s'est passé au Guatemala pendant la période où il y a eu des généraux absolument fous, ça s'est passé dans un certain nombre de pays. Alors ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que dans tous les cas, que j'ai repris dans le bouquin, c'est vrai pour le Pérou par exemple d'Aya de la Torre, dans un délai d'au maximum 1 an, après avoir rompu les relations diplomatiques, rompu l'aide militaire, rompu l'aide économique, entre 1 mois et 1 an, les relations ont été reprises. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu les États-Unis abandonner une dictature à partir du moment où elle était de droite ou d'extrême droite. C'est un fait. Et puisque vous me posez la question de la parano des Latinos, il y a eu une période où finalement les coups d'État ont quasiment disparu. C'est entre la moitié des années 80, hein, dans lequel les dictatures ont finalement été considérées comme inutiles parce qu'elles avaient fini par décapiter toute la gauche latino-américaine, et puis la fin des années 90. Où on a eu toute une période dans laquelle il y avait des mouvements sociaux, des soulèvements, y compris des présidents renversés, mais plus de coups d'État. Il se trouve que c'est la période pendant laquelle s'est installé le système néolibéral. Et c'est la période pendant laquelle on est passé de 120 millions de pauvres au début des années 80 à 225 millions de pauvres à la fin des années 90. Et c'est à partir du moment où sont apparus des présidents atypiques, nouveaux, sortis de n'importe où sauf de la classe politique traditionnelle, qui ont commencé à vouloir changer les règles du jeu. Alors bien sûr, on les connaît tous, hein, c'est Hugo Chavez, c'est Lula, c'est Rafael Correa, c'est Evo Morales, c'est Daniel Ortega qui revient au Nicaragua, c'est... bon. Et à partir de ce moment-là, on a vu réapparaître des coups d'État, sauf qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui en Amérique latine. Dans d'autres parties du monde, on le fait encore. Hein. Mais on ne peut plus se permettre aujourd'hui des coups d'État en Amérique latine dans les conditions dans lesquelles on les faisait dans les années 60-70, avec l'extrême violence, avec des 30 000 morts, 30 000 disparus en Argentine, avec les gens dans les stades au Chili. Et donc, on a fait évoluer les méthodes. Alors justement, vous consacrez un chapitre, un développement à cette question-là, à la définition finalement de ce que c'est qu'un coup d'État. Vous revenez même à cet ouvrage qu'avait écrit Curcio Malaparte en son temps, Technique du coup d'État. Vous définissez ce qu'on appelle un coup d'État, vous discutez la notion, vous parlez de golpe light aussi, vous indiquez aussi toutes les méthodes d'action non violente empruntées à un monsieur qui s'appelle Gene Sharp. Est-ce que vous pouvez justement donc nous dire quelles sont ces nouvelles formes plus subtiles finalement
mais qui au fond eh bien, servent exactement la même politique et les mêmes intérêts depuis plusieurs décennies. Voilà, alors il y a 10 questions dans la question, on va essayer de serrer. D'abord, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup en tout cas du public en général, quand on évoque la notion de coup d'État, on pense immédiatement coup d'État militaire. C'est-à-dire avec les tanks dans la rue, les militaires à chaque coin de rue, les militants dans les stades, les disparus, les morts, etc. Or, il peut y avoir coup d'État sans que les militaires n'apparaissent au premier plan, ou en tout cas dans la durée au premier temps. Je prends 2 exemples. Le 11 avril 2002, lorsqu'une poignée de militaires, je ne dis pas des militaires, je dis une poignée de militaires renverse Hugo Chavez au Venezuela, le séquestre, ils remettent immédiatement le pouvoir aux civils. Et en l'occurrence, à ce moment-là, au patron des patrons, Pedro Carmona. Lorsque, le 30 juin 2009, un commando militaire va chercher Manuel Zelaya dans sa résidence à 6 h du matin et il l'embarque en pyjama dans un avion pour le Costa Rica, ils remettent immédiatement le pouvoir aux civils. C'est-à-dire que les militaires ne restent pas au premier plan. De sorte que, pour les médias, qui bien souvent ne sont pas très curieux, ou pas très au courant, ou un peu complices, ou un peu satisfaits de ce qui se passe, ce qui est un coup d'État devient une transition, puisqu'on passe d'un président démocratique au président de l'Assemblée nationale. Bon. Et puis le président renversé devient un président déchu. Ensuite, dans les techniques qui sont utilisées maintenant, il y a l'organisation du chaos, très important. Alors ça, on l'a vu en particulier en Bolivie en septembre 2008, on a vu le 30 septembre 2010 en Équateur. Là, vous avez la création d'une situation d'ingouvernabilité dans laquelle il faut impérativement qu'arrive la violence. Bon. Alors la violence, on peut la susciter par différentes manières. Au Venezuela, ce même avril 2002, on a des francs-tireurs qui sont placés sur les terrasses et qui vont tirer à la fois sur les opposants à Hugo Chavez et sur les partisans de Chavez, créant un chaos pas possible. Et de fait, interpellant la communauté internationale, interpellant y compris les militaires qui étaient fidèles à Chavez et qui d'un seul coup se disent mais il a pété les plombs, et donc créant une situation de trouble. En Bolivie, en 2008, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a un phénomène d'ingouvernabilité à partir d'une espèce de sécession des régions les plus riches du pays. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là précis, au moment où les 4 régions de ce qu'on appelle la Media Luna, Santa Cruz, Benipando, Tarija, organisent des référendums illégitimes, d'autonomie, se dotent de statut d'autonomie illégitime, on a comme ambassadeur des États-Unis en Bolivie un monsieur, un diplomate qui s'appelle Philippe Goldberg et qui auparavant était en poste au Kosovo. C'est-à-dire qu'en matière de séparatisme, il sait à peu près à quoi s'en tenir. En Équateur, on a la même technique. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on organise une violence et un chaos suffisamment fort, suffisamment angoissant, à la fois pour les habitants du pays et pour la communauté internationale, de manière à ce qu'au bout d'une semaine, de 10 jours, de 15 jours et d'un nombre X de morts, l'armée intervienne en disant écoutez, il faut arrêter tout ça. On demande au président, on retire notre appui au président, ce qui s'est passé en Équateur avant Correa. Chaque soulèvement populaire, puisqu'il y a eu 7 présidents en 10 ans en Équateur avant Rafael Correa, les crises se sont terminées par le retrait de l'appui de l'armée au président, qui a dit écoutez, ça suffit. Bon. On organise de nouvelles élections, et donc l'affaire est réglée. Avec Correa, c'est ce qui s'est passé. En Bolivie, c'est ce qui s'est passé. Il s'agissait d'organiser un chaos. Là où c'est devenu plus compliqué pour les putschistes potentiels, ou les putschistes réels dans les 2 cas que je viens de citer, c'est qu'existent maintenant précisément, grâce à l'arrivée de ces présidents progressistes, 2 organisations, l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, la CELAC, Communauté des États latino-américains et caraïbes, qui eux maintenant interviennent dans le jeu, et par exemple en Bolivie, ont clairement dit aux putschistes boliviens, pas question. Il est hors de question qu'un président démocratiquement élu soit renversé, et il est hors de question que des régions se déclarent quasiment en sécession par rapport à l'État. Mais l'idée, c'est le chaos. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Alors sur le Venezuela, là on se rapproche du modèle chilien paradoxalement. Sauf qu'évidemment l'issue ne peut pas être la même. Chili, pour tout le monde, c'est l'image d'Augusto Pinochet, le 11 septembre 1973, avec ses lunettes noires, sa casquette, sa grande cape. Ça, c'est pas possible. Mais en revanche, toute la déstabilisation économique qui a précédé la chute, enfin le renversement de Salvador Allende, quand on observe bien ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe en ce moment au Venezuela. Ça ne veut pas dire que le gouvernement vénézuélien ne fait pas des erreurs, n'a pas des problèmes économiques, n'a pas des problèmes sociaux réels. Non. Mais ces problèmes, vous pouvez les démultiplier de manière à fatiguer la population. Et c'est la tentative qui est faite en ce moment au Venezuela. Il s'agit d'épuiser la population par l'organisation, par exemple, de pénuries.
Lorsque, pendant des mois, pour faire vos courses, toutes bêtes, il vous faut 4 heures dans la journée pour trouver ici du riz, ici des haricots, ici du papier toilette, etc., il y a un moment où vous n'en pouvez plus. Bon. Et évidemment, là, vous affaiblissez le régime avec deux possibilités. On est dans cette situation aujourd'hui. Soit au moment des élections, les électeurs vont se détourner du gouvernement de Maduro, puisqu'on parle du Venezuela, en disant on n'en peut plus, et tant qu'il sera là, ça sera le foutoir, pour parler couramment. Soit on provoque une crise larvée, longue et tout, dans laquelle la communauté internationale va lâcher Maduro et d'une certaine manière va faire pression sur Maduro, soit pour qu'il démissionne, soit pour qu'on organise plutôt que prévu des élections. Bon. On est donc dans des déstabilisations, et pour clore le chapitre, la grande différence par exemple entre le Chili d'Allende et le Venezuela de Maduro aujourd'hui, c'est qu'à l'époque de Salvador Allende, le citoyen français, européen, n'importe où, avait des repères politiques clairs. C'est-à-dire que si vous lisiez les journaux, par exemple ici en France, vous saviez que Le Figaro c'était un journal de droite, vous saviez que Libération c'était un journal de gauche, vous saviez que Le Monde c'était un journal de référence, et donc vous saviez, on vous disait la droite chilienne est dans la rue. Aujourd'hui on vous dit la société civile est dans la rue. La société civile ça ne veut rien dire. Pour quelqu'un qui est à 8000, 10 000 km des événements, la société civile c'est sympathique. Mais la société civile, c'est quoi? C'est vous, c'est moi, c'est la jeune fille qui nous filme, c'est les syndicalistes, les travailleurs, les chômeurs, c'est Pierre Gattaz, c'est Laurence Parisot. C'est-à-dire que ça veut strictement rien dire. Mais là, on prépare l'opinion publique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les médias dominants, parce qu'il faut parler des médias dominants, sont tous intimement liés par les groupes économiques qui les possèdent à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et à partir de ce moment-là, tous ces gouvernements qui sont attaqués par les droites locales sont également dans la ligne de mire des droites de chez nous et des groupes économiques, et y compris des médias. Bon. Et donc il est extrêmement difficile pour le citoyen, même quand il est de bonne foi, et surtout s'il est de bonne foi, d'arriver à définir qui est ce Chavez, ce populiste, ce dictateur, ce Maduro incapable, ce Rafael Correa autoritaire, cet Indien Evo Morales, et donc il est assez facile de faire disparaître un président corps et bien. On l'a vu avec Manuel Zelaya au Honduras, on l'a vu avec Fernando Lugo au Paraguay. Son renversement, cette institution n'a pas créé une commotion internationale. Maurice Lemoine, il y a un cas un peu singulier dans tout ce contexte qu'on a évoqué, et qui est le conflit armé colombien, qui à la fois enjambe la période actuelle jusqu'aux fameuses années 50 qui sont un peu au démarrage de notre ouvrage, et qui est un conflit qui perdure, et qui est précisément peut-être en train de se régler actuellement avec le dialogue de paix initié entre le gouvernement Santos et les FARC. Quel regard posez-vous sur ces négociations et leur issue ? Aborder la Colombie, c'est intéressant et c'est d'une certaine manière amusant quand on traite de ce sujet. La Colombie, le conflit armé interne, dont tout le monde espère qu'il se terminera bientôt, grâce à ces négociations entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla des FARC à La Havane en ce moment, il commence en 1948. Il commence en 1948 par ce qu'on pourrait appeler un coup d'État préventif. C'est-à-dire qu'on a un leader, un dirigeant libéral, Eliezer Gaitan, qui est qu'on appellerait aujourd'hui un populiste, un Chavez, un Correa, qui en appelle à la chusma heroica, qui dénonce l'oligarchie, dont tout le monde sait qu'il va être élu président de la République lors de la prochaine élection et qui est assassiné. Il y a une anecdote qui est très intéressante, c'est que assiste à cette explosion de violence qui suit l'assassinat d'Eliezer Gaitan à Bogota en 1949, un jeune avocat cubain qui est là avec la délégation vénézuélienne et qui s'appelle Fidel Castro, et qui donc voit comment on tue l'espoir d'une démocratisation du pays. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure du Guatemala, 1954, le renversement de Jacobo Arbenz, au moment où on renverse Jacobo Arbenz au Guatemala en 1954, il y a à Ciudad Guatemala, la capitale, un jeune médecin argentin qui s'appelle Ernesto Guevara de la Serna, le futur Che Guevara, qui voit comment on tue un régime qui se veut progressiste et qui arrive au pouvoir par la voie démocratique, ce qui va sans doute expliquer une partie de leur trajectoire ultérieure à tous les deux. Bon. Ensuite, la Colombie, effectivement, s'est un petit peu distinguée du reste des pays de la région,
Parce qu'on a depuis 1948, sous des formes diverses, et depuis 1964 avec l'apparition des FARC, puis les années 60, l'Armée de Libération Nationale, un conflit armé interne, avec une opposition armée interne, dans lequel, d'une certaine manière, on pourrait dire que et pour aller vite, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire du conflit colombien, mais le nœud du problème, c'est l'absence de réforme, c'est l'impossibilité d'espace démocratique, et en fait c'est ça qui a créé et qui a alimenté le conflit, et on le voit en Amérique latine aujourd'hui, l'extrême difficulté qu'il y a encore à essayer d'infléchir les politiques néolibérales, où immédiatement les présidents qui sont élus démocratiquement, il faut le rappeler à chaque fois quand même, c'est très important, se heurtent à 1000 difficultés et éventuellement se heurtent à des tentatives de déstabilisation. On a beau ne pas vouloir comment dire, tomber dans des espèces de lieux communs, l'histoire, si on prend 1954, si on prend 2015, ma foi, c'est un peu la même histoire. Que ça soit Nixon, que ça soit Kennedy, que ça soit Clinton ou que ça soit Obama. Merci Maurice Lemoine. Pour terminer, j'ajouterais que votre ouvrage propose aussi une chronologie qui concerne d'autres coups d'État qui se sont passés sur la planète en dehors de l'Amérique latine, qui est très utile du point de vue documentaire. Et je voulais vous dire, avant de conclure, que l'année où vous-même découvriez, vous allez faire vos premières enquêtes en Amérique latine en 73, il y a le coup d'État, on en a parlé, mais c'est aussi l'année où sort un livre du dénommé Gene Sharp, dont vous parlez, vous exhumez en quelque sorte dans le livre le contenu de ce livre très important, parce que Gene Sharp a sorti un bouquin qui s'appelait The Politics Nonviolent Action, Part 2, The Methods of Nonviolent Action. En fait, ce livre a servi de matrice, de boîte à outils, si je puis dire, précisément pour la génération de ces nouveaux coups d'État qui utilisent les formes, le formalisme démocratique, tout ce qui a à voir avec le harcèlement de la communication médiatique, la formation politique, etc. Enfin, tout ce qui va servir de boîte à outils à l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui et les coups auxquels sont confrontés le Venezuela, l'Équateur encore ces jours-ci, etc., puisent leur inspiration beaucoup dans ce livre et cet auteur qui est méconnu en France, mais dont le nom résonne en Amérique latine, et donc les lecteurs pourront aussi trouver dans votre ouvrage exactement quelles sont ces méthodes d'action dites non violentes selon Monsieur Gene Sharp, pour comprendre ces golpe light et ces nouvelles formes des stratégies de déstabilisation et de tension qui continuent de se développer en Amérique latine.